Bonjour, salut, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes au sixième épisode de notre série de cours en ligne intitulée Cours de rattrapage. Alors, je rappelle que ces cours de rattrapage, je les fais pour mes étudiants en licence de psychologie à l'université. Mais, c'est aussi une série qui est destinée à toute personne qui est intéressée au sujet de la recherche scientifique. Consommez sans modération, je vous promets que ça n'a fait aucun mal, bien au contraire. Alors, vous connaissez maintenant le principe de de la série, de chaque cours. Je commence par une question et ensuite j'essaie de répondre à cette question en essayant aussi d'expliquer les choses de la façon la plus simple possible. Pour faire un petit historique, dans les épisodes précédents, nous avons vu qu'est-ce que c'est qu'une enquête, quelles sont une recherche scientifique, quelles sont les techniques utilisées pour la recherche scientifique, autrement dit pour collecter des données, analyser les données, tirer une conclusion. Et nous avons vu aussi l'enquête par entretien. Particulièrement, nous avons vu comment faire un guide d'entretien, comment mettre les données recueillies à travers un guide d'entretien, à travers des interviews dans un tableau, les analyser, etc., etc. Aujourd'hui, notre question est comment fait-on un questionnaire? Alors maintenant, on va s'attaquer à la technique d'une enquête par questionnaire. Pour faire une enquête par questionnaire, il faut d'abord commencer pour faire le questionnaire. Donc, ça tombe bien puisque vous avez ici un modèle de questionnaire. Donc, questionnaire, la première partie, dans la première partie, nous mettons l'objectif de l'étude, les questions initiales et les variables. Alors, pourquoi c'est important de faire une partie avec ces éléments-là? C'est parce que tous les documents que nous produisons lors d'une enquête sont, sont là comme témoins de la méthodologie qu'on a utilisée pour recueillir, analyser les données, pardon, mais aussi ce sont des documents qui sont destinés à être archivés dans le cas où un autre chercheur souhaite venir voir de plus près quelle est la méthodologie que nous avons utilisée, quels sont les pas en détail de tout ce que nous avons fait pour arriver au résultat que nous avons arrivé. Nous sommes dans l'obligation de montrer tous les documents que nous avons produits et que nous avons archivés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle Open Science, c'est-à-dire la science ouverte, et la science ouverte insiste sur la transparence de la recherche, donc il y a une obligation de pouvoir d'abord garder tous les documents qui ont à voir avec la recherche et ensuite pouvoir les ouvrir à quiconque les sollicite. Du coup, et le questionnaire, même si cette première partie-là n'est pas une partie qui a à voir directement avec les items du questionnaire, elle est importante dans la mesure où donne des informations sur l'objectif de l'étude, les questions initiales, les variables, etc., etc. Par ailleurs, on a fait la même chose quand on a fait le guide d'entretien, il y avait toujours cette première partie-là. La deuxième partie, c'est vraiment la partie du questionnaire proprement dit, et elle commence avec une introduction. Au sein de cette introduction-là, on peut faire 2 paragraphes. Le premier donne des informations sur le sujet de l'étude, la population de l'étude, les personnes qui sont concernées, qui peuvent compléter le questionnaire, et puis une insistance sur le fait que c'est vraiment l'opinion du participant qui intéresse les chercheurs.
Alors, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que contrairement à l'entretien, à l'interview, les questionnaires, très généralement, au moment où le participant complète le questionnaire, parfois, les chercheurs ou les assistants du chercheur ne sont pas présents. Donc, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait des explications suffisantes pour que tout soit clair, compréhensible pour le participant et qu'il puisse compléter le questionnaire de façon autonome. Donc, c'est important de dire de quoi il s'agit, qu'il sache le questionnaire qu'il va remplir, il s'agit de quoi exactement, c'est-à-dire le sujet de l'étude. Ensuite, c'est important de lui dire qui est concerné par ce questionnaire-là, parce que s'il n'est pas concerné, bon, il peut tout de suite renoncer à compléter le questionnaire. Ici, par exemple, nous disons que c'est de 18 à 20, à 25 ans. S'il a plus de 25 ans, bah, il saura tout de suite que ce n'est pas la peine de continuer. Et ensuite, on insiste sur le fait que c'est vraiment son opinion qui compte pour nous, etc., etc. Donc, ici, j'ai un peu changé pour cette partie-là. Dans cette première partie du questionnaire, c'est toujours le même exemple qui nous sert de fil conducteur dans ces vidéos, cette série de vidéos qui est le stress chez les étudiants. Mais dans cette partie-là, j'ai un peu changé, j'ai inventé un autre sujet pour faciliter un petit peu l'élaboration des questions ou à titre d'exemple. Et donc, ici, c'est plutôt le sujet de l'amour. Donc, vous voyez ici dans ce paragraphe, nous menons une étude sur le sentiment amoureux chez les jeunes adultes de la région Hauts-de-France. Ainsi, ce questionnaire est destiné aux personnes résidant dans la région Hauts-de-France entre 18 et 25 ans et qui actuellement sont dans une relation amoureuse. Donc, la personne va essayer de voir s'il correspond à ces critères-là d'inclusion. S'il ne correspond pas, il va tout de suite renoncer à remplir ce questionnaire-là. Si tel est votre cas, nous vous invitons à répondre aux questions ci-dessus. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est votre opinion personnelle qui nous intéresse. Alors, cette partie-là est très importante d'insister parce que parfois, le participant peut être tenté ou influencé par ce qu'on appelle la désirabilité sociale. La désirabilité sociale, c'est cette tendance que nous avons dans le cadre des enquêtes, mais dans d'autres contextes aussi, à vouloir apparaître sous un beau jour. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une question, et qui, mon opinion personnelle, je sens que ça peut choquer les gens, ça peut être contre ce qui est considéré comme bienséant, ou ça peut être contre l'opinion de la majorité, je peux être hésitant à la donner, ou plutôt je peux essayer de dire quelque chose qui va me mettre dans une position d'être bien vu, si vous voulez. On appelle ça la désirabilité sociale. De là à insister sur le fait que ça n'a pas d'importance euh, de ne pas tenir en compte cet aspect-là, mais c'est vraiment votre opinion qui nous intéresse. Ne cherchez pas à dire quelque chose juste pour paraître bien ou parce que vous pensez que c'est ce qui nous attend, c'est ça que le chercheur a attendu. Donc ça, c'est très important à le signaliser. Ensuite vient le deuxième paragraphe ici, et c'est là, c'est sur les aspects éthiques. Notamment, il est dit ici que ce questionnaire est anonyme, par conséquent, n'y mettez pas des informations permettant de vous identifier. La participation à cette étude est basée sur le volontariat et vous pouvez renoncer à compléter le questionnaire même après avoir commencé. Si vous décidez de renoncer, vous subirez aucun préjudice. Donc là, ce sont des aspects éthiques qu'on doit toujours respecter. On a l'obligation de respecter et surtout de l'écrire et de le dire aux participants quels sont ses droits. On pourrait ajouter d'autres éléments encore sur les aspects éthiques, mais pour l'instant, on peut se contenter de cela. Ensuite, ici, là, c'est là où commence vraiment le questionnaire. Alors, le questionnaire est composé de ce qu'on appelle des items. En fait, ce qu'on a, on a couramment, on appelle question-question.
Dans le cadre du questionnaire, on appelle item parce que ça peut être des vraies questions, mais ça peut être des affirmations aussi. Et ça peut être même des points d'exclamation, des phrases avec des points d'exclamation. Donc, on appelle généralement ou techniquement ça des items. Et dans les items du questionnaire, on peut commencer par ceux qui concernent les sociétés, les données sociodémographiques qui sont l'âge, le sexe, le lieu de résidence, le niveau universitaire, la filière d'études, le statut relationnel, le statut sociodémographique. Alors là, les données sociodémographiques, ici, les items sur les données sociodémographiques, on va les mettre en fonction des variables, de toutes les variables qu'ici on a prévues. On a prévu ici une série de variables par rapport à nos objectifs de recherche. Et donc, comme vous voyez ici, il y a des variables indépendantes qui comportent des facteurs sociodémographiques. Et donc, c'est ces variables-là qu'on a inclus ici, là, sous la forme de ces différentes items ici. Donc, le nombre des questions sociodémographiques dépend des objectifs de votre étude et ce que vous souhaitez comparer, si vous voulez, ou les variables que vous voulez manipuler. Mais je parle dans ces cas-là des variables sociodémographiques. Ensuite, ici commencent vraiment les autres, les autres items et qui sont des items sur le sentiment amoureux. Alors ici, j'ai, pour vraiment vous expliquer comment on fait un questionnaire, je me suis basé sur des exemples et ces exemples-là reflètent trois types d'items que vous pouvez faire dans un questionnaire ou trois types d'échelles ou de variables. Alors, item, c'est bien c'est la formulation, la question en elle-même. Ensuite, ces items-là, cette question-là est associée à une échelle de réponse. Alors, un item correspond à une variable, bien sûr, et donc, c'est pour ça que parfois on dit variable, on dit échelle continue, ça n'a pas d'importance en soi. Donc, il y a le item. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle un item ou une variable ou une échelle continue. Pourquoi on appelle une échelle? Parce qu'on se réfère à l'échelle de réponse, en fait. Un item continu, c'est un item euh, continu, c'est un item qui, pour que les participants puissent répondre, il va utiliser une échelle continue. Ou une variable continue, c'est une variable ou qui est associée à une échelle continue. Mais ici, on va utiliser le terme échelle plutôt en référence à l'échelle de réponse à l'item. Donc, vous voyez, c'est qu'utiliser l'échelle ci-dessus pour indiquer dans quelle mesure vous êtes amoureux ou amoureuse. Donc, cette partie-là de l'item, utiliser l'échelle ci-dessus pour indiquer, ça, c'est la consigne. C'est une consigne. La vraie question, la vraie item, c'est dans quelle mesure vous êtes amoureuse. Dans quelle mesure vous êtes amoureuse. Donc, on a commencé par la consigne, utiliser l'échelle ci-dessus pour indiquer dans quelle mesure vous êtes amoureuse. Et là, le participant va pouvoir utiliser l'échelle ci-dessus. Alors, ici, vous avez 12 échelles qui semblent être différentes a priori. Une échelle continue, c'est quoi? C'est une échelle dans laquelle le participant peut se situer à n'importe quelle position, si vous voulez. Vous avez un extrême ici, pas amoureux du tout, qui est zéro, et vous avez un autre extrême très amoureux. Entre 0 et 10, le participant peut se situer ici, peut se situer ici, peut se situer ici, peut se situer ici. Il peut se situer à n'importe quel point ici. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une échelle continue, parce que c'est vraiment les différentes positions sont en continu. Les différentes positions où le participant peut se situer. Alors, si se situe ici, par exemple, qui met une croix ici, par exemple,
Eh bien, comment est-ce qu'on va savoir quelle est la valeur correspondante? Alors là, on peut par exemple prendre une règle, mesurer des zéros à ce point-là, ça fait combien un peu en centimètres? Et là, ça va correspondre, on va les traduire ensuite ça en termes de numéros, tout simplement. Donc ça, c'est une façon de faire. Alors, le problème de cette façon de faire-là, c'est que en termes pratiques, c'est assez compliqué parce qu'une fois que la personne, qu'on a plusieurs participants, il va falloir les mesurer avec une règle pour voir d'ici à ici quelle est la distance, pour mesurer la distance du point zéro au point X ou la distance du point 10 à ce point-là. Alors, quand on fait ça avec des logiciels, ça peut donner la distance automatiquement, mais en principe, si on fait ça avec un papier, ça reste compliqué. Du coup, on adapte cette échelle continue-là sur cette forme-là. Et là, c'est un peu la même échelle. Vous avez pas amoureux, pas amoureuse de tout, très amoureuse, et vous avez 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Alors là, la deuxième, celle-là, c'est une CO2 continue. Ce n'est pas vraiment une chaîne continue dans le sens propre du terme, puisque en fait, on vous force à se situer à 0 ou à 1 ou à 3 ou à 4. Vous ne pouvez pas vous situer à 0,5 ou à 0,4 ou à 0,7 par exemple. Du coup, on vous force quand même. La vraie échelle continue dans le sens strict du terme, c'est celle-là. Parce que celle-là, vraiment, vous pouvez vous situer n'importe quel point. Ça peut être 0,1, 0,2, 0,40, 1,3, 1,70, etc., etc. Mais pour une question de facilité, on utilise ce type d'échelle-là, là, qui est une échelle véritablement pseudo continu, pas complètement continu, mais bon, ça facilite de mettre des numéros 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Alors ça, c'est un type d'item associé à un type d'échelle. Vous avez maintenant ce que nous appellerons une échelle catégorielle ordonnée. Alors, cette fois ici, la personne ne peut pas, c'est pas une échelle qui va dans un point à un autre et la personne peut se situer à n'importe quel point. Là, on a des catégories de réponses. D'abord, on commence. Dans quelle mesure êtes-vous amoureuse? Ici, on a d'abord l'item ou la question et ensuite, après, on a la consigne. Cochez la modalité catégorie qui correspond le mieux à votre position. Dans ce cas-là, on a commencé par la consigne. Utilisez l'échelle ci-dessous pour indiquer dans quelle mesure vous êtes amoureuse. On a commencé par la consigne. Ensuite vient le vrai item. Ici, on a fait l'inverse. On a commencé par le vrai item, ensuite la consigne. J'ai fait exprès de faire ça pour vous donner les différentes manières de construire un item, si vous voulez, et une question d'un questionnaire. Alors, grosso modo, cet item-là, c'est à peu près le même que celui-là. En fait, on cherche à recueillir les mêmes informations, dans quelle mesure la personne est amoureuse, sauf dans les deux cas. Sauf qu'ici, on a utilisé une échelle continue et ici, une échelle catégorielle. Quelles sont les catégories proposées? Pas amoureuse du tout, pas amoureuse, amoureuse, très amoureuse. Donc ici, nous avons des catégories. La personne est forcée à se situer dans une de ces catégories-là. On a mis des numéros entre parenthèses. Ces numéros-là, c'est juste pour montrer l'ordre, en quelque sorte, le sens de l'ordre, c'est-à-dire que ça va du plus petit au plus grand. Pas amoureuse du tout, et très amoureuse, c'est l'autre extrême, et pas amoureuse, c'est du tout, c'est le premier extrême, l'extrême inférieur, en quelque sorte, la valeur est inférieure et ou la catégorie inférieure ou la modalité inférieure, alors que les très amoureuses, c'est la catégorie ou la modalité supérieure. Alors, ces numéros-là montrent aussi la gradation, la hiérarchie, si vous voulez, qui va du plus petit au plus grand. Mais aussi, ces valeurs-là vont servir dans la codification. C'est une sorte de codification. Ça veut dire que
quand la personne va compléter le questionnaire, il y aura les mots, ces catégories-là, mais ensuite, quand on va transformer les données sous la forme des tableaux, au lieu de rentrer les modalités sous la forme textuelle, on va rentrer les codifications, les numéros. Pourquoi? Pour faire des analyses statistiques, généralement, on utilise des chiffres. Les logiciels, notamment, pour nous permettre de faire des calculs, on fait avec des chiffres et pas, on peut le faire aussi, mais c'est plus difficile à le faire avec des mots, du texte. Cette fois-ci, il faut vraiment qu'on ait des chiffres sur le tableau pour pouvoir faire les calculs statistiques. Voilà pourquoi on a les catégories. Entre parenthèses, nous avons les codifications, les catégories, qui montrent aussi que ces modalités-là sont ordonnées du plus petit au plus grand. Et voilà un autre item, indiquer le nombre de fois où vous avez tombé amoureux ou amoureuse. Là, jamais, entre une et deux fois, entre trois et quatre fois, entre cinq fois. Là aussi, nous sommes en face d'un item accompagné d'une échelle catégorielle ordonnée parce qu'on force les gens à choisir une de ces quatre catégories-là, mais ces catégories-là sont ordonnées de la plus petite à la plus grande, si vous voulez, des modalités ordonnées de la plus petite à la plus grande. Donc là encore, on fait des codifications, jamais on peut mettre à zéro, ensuite entre une et deux fois un, entre trois et quatre fois deux, cinq fois et plus 3. Donc, ces codifications-là aussi vont servir pour pouvoir remplacer les modalités par des chiffres dans le tableau qu'on va construire pour faire des analyses statistiques. Remarquez quelque chose, c'est qu'ici, dans la codification, je commençais de 1 à 4, alors qu'ici, j'ai commencé de 0 à 3. Mais si on voit bien ici, l'échelle est plus ou moins, l'échelle est plus ou moins la même, en fait. C'est une échelle à 4 points. Ici aussi, même si ça va de 0 à 3, c'est quand même une échelle à 4 points. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que quand on va faire les calculs statistiques, c'est très important de savoir de quel point à quel point va la codification qu'on a fait et le calcul statistique doit tenir en considération ces faits-là. Voilà. Parfois, c'est mieux pour ne pas se tromper ou créer un certain problème dans les calculs de commencer de 1 à 4. Mais ça aussi, c'est possible de 0, par exemple, à 3, alors que ces deux échelles-là ont le même nombre de points. Les deux ont 4 points, par exemple. Enfin, nous avons maintenant ce que nous pouvons considérer comme étant un item qui est accompagné d'une échelle catégorielle non ordonnée. Alors, ici, à proprement parler, on ne peut pas vraiment parler d'une échelle parce que justement, il n'y a pas une hiérarchie, pas une gradation. On peut parler d'une variable catégorielle non ordonnée, mais on appelle aussi ça variable nominale. Variable nominale parfois. Donc, j'ai mis ici le mot échelle, mais le mot échelle ici n'est pas très approprié parce que le mot échelle est utilisé pour là où il y a une échelle, où il y a une hiérarchie, où il y a un ordre, alors qu'ici, il n'y a pas d'ordre. Justement, ce sont des variables catégorielles non ordonnées ou des variables nominales, tout simplement. Alors, parmi les activités suivantes, indiquez celles que vous préférez faire avec votre amoureux ou amoureuse. Cochez la catégorie correspond à votre réponse. Plusieurs réponses sont possibles. Vous voyez ici qu'on a commencé par le cœur du l'item, ensuite vient la consigne. La consigne. Alors, c'est très important, ça, à chaque fois qu'on fait des items, de ne pas oublier la consigne parce que et encore une fois, souvent, le participant est seul devant le questionnaire. Il n'a pas l'occasion de vous téléphoner ou de vous écrire pour vous poser des questions. Du coup, il faut que ce soit vraiment tout clair, les consignes que ce soit claires pour qu'il puisse être autonome dans la, dans le, dans la, dans le-
la complétion du questionnaire, dans la réponse qu'il donne au questionnaire, si vous voulez. Donc ici, vous avez la partie de la question vraiment dite, de l'item, et ensuite les consignes. Donc, les catégories proposées ou les modalités proposées sont aller au cinéma, faire du jogging, faire de la cuisine, voyager, réviser les cours, boire et danser dans une discothèque. Alors, pourquoi on appelle ça des variables nominales ou catégorielles non ordonnées? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre dans ces catégories-là. Les catégories ou les modalités ne vont pas de la plus grande à la plus petite ou de la plus petite à la plus grande. Aller au cinéma, ce n'est pas supérieur ou inférieur à faire du jogging, ou même boire et danser dans une discothèque, ce n'est pas supérieur ou inférieur à faire du jogging. Donc, ce sont des catégories, des noms qui sont équivalents. Du coup, on met des codifications des chiffres, mais ces chiffres-là ils peuvent être dans n'importe quel ordre. En fait, la seule chose qui compte, c'est que les chiffres soient différents pour chaque catégorie, c'est tout. Peu importe, il n'y a pas d'ordre vraiment. L'important, c'est que ce soit vraiment des chiffres qui sont différents les uns les autres. Alors, les chiffres, on les met parce que quand on va devoir faire le traitement statistique des données, on va utiliser des chiffres et pas des mots, des phrases ou du texte. Du coup, on va remplacer dans le tableau des données ces catégories-là par le chiffre correspondant qui correspond à un code. Mais en étant bien entendu qu'il n'y en a aucun ordre. Voilà, généralement, dans un questionnaire, vous avez à des degrés divers ces trois types de variables des variables, d'items ou d'échelles, comme vous voulez. Alors, on dit échelle encore une fois parce que c'est une échelle de réponse à l'item ou à la question. On dit variable parce que ces items-là correspondent à des variables qu'on a prévues avant de faire le questionnaire. Ou alors, on peut parler tout simplement d'échelles. Donc, on a des échelles continues qui accompagnent des items qui demandent une échelle continue. On a des échelles catégorielles ordonnées. Ce sont des catégories et qui accompagnent des items qui demandent ce type d'échelle-là. Et ensuite, on a ce qui n'est pas vraiment une échelle, on peut les qualifier des variables ou des items euh, euh, catégoriels non ordonnés. On a des catégories, mais ces catégories-là non sont ordonnées, ne sont pas ordonnées. Alors, avec les échelles du type continu ou catégorielles ordonnées, on peut par exemple faire le calcul des moyennes, le calcul des écarts types et les calculs des médianes. On appelle ça des analyses descriptives ou les analyses des tendances centrales qui permettent de résumer les informations. Donc, on peut calculer les moyennes comme on a des valeurs qui sont ordonnées, qui vont de 0 à 10, par exemple. Alors, ça, c'est un exemple de 0 à 10, mais vous avez des échelles qui peuvent aller de 1 à 5 ou même des échelles qui commencent par moins 5, moins 12, moins 3, ils finissent, et au milieu, vous avez 0, et puis à partir de 0, ça augmente, plus 12, plus 4, etc., etc. Donc, on peut tout à fait avoir des échelles, par exemple, comme ça, moins 3, ensuite moins 2, ensuite moins 1, ensuite 0, ensuite plus 1, ensuite plus 2, ensuite plus 3. Plus 3, pardon. Pardon, il y a un plus que je voulais mettre ici. Plus 3. Donc, c'est possible d'avoir ces échelles-là peuvent être considérées comme étant des échelles continues et ordonnée, ça va du moins grand au plus grand. Ça va du moins grand au plus grand. Hein. Moins 12, c'est plus grand que moins 3. 1, c'est plus grand que moins 2. Ainsi de 0, c'est plus grand que moins 1, etc. Donc, vous pouvez avoir ce type d'échelle-là aussi. Donc, euh, ça, c'est juste un exemple. Retenez qu'il y a plusieurs types d'échelles continues. euh, je veux dire des degrés dans les échelles continues, si vous voulez. Donc, voilà, ça permet de calculer la moyenne parce que les valeurs sont ordonnées.
Là, ça permet de calculer la moyenne parce que les valeurs sont ordonnées. En revanche, lorsque nous avons des variables nominales ou ce que nous pouvons considérer comme étant des variables ou des items nominales ou catégorielles non ordonnées, on calcule ce qu'on appelle des fréquences. Des fréquences, c'est le nombre de personnes qui a dit qu'elle va au cinéma, le nombre de personnes qui a dit nous allons faire du jogging, etc. Ce sont des effectifs. Le nombre d'effectifs ici, le nombre d'effectifs ici, le nombre de personnes qui ont coché cette réponse, le nombre de personnes qui ont coché cette réponse, le nombre de personnes, ainsi de suite. Ça, ce sont des fréquences. Donc, c'est pour ça que c'est très important, lorsqu'on construit le questionnaire, de déterminer vraiment quel type de mesure vous voulez faire. Est-ce que c'est une mesure continue? Est-ce que c'est une mesure catégorielle ordonnée ou non ordonnée? Parce que les calculs qu'on va faire dépendent de cela. Chaque type de variable, chaque type d'échelle, chaque type d'item demande des calculs statistiques particuliers qu'il faut donc anticiper. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Et en ce qui concerne la question, comme nous terminons toujours, nous commençons par une question, nous répondons à la question et nous posons une autre question. La question, c'est comment fait-on un questionnaire en ligne? Alors, il a, par exemple, du type Google Form, par exemple. Et là, la réponse à cette question-là sera dans le prochain numéro de notre série cours de rattrapage. Parce que ça, il faut faire une version papier, parce que la version papier de notre, ou sur un fichier informatique du type Word ou Google Doc, parce que c'est ça que nous allons pouvoir archiver. Mais il faut faire aussi une version. Normalement, de nos jours, on fait une version du questionnaire en ligne parce qu'on va pouvoir demander aux personnes de compléter le questionnaire en ligne à distance, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on fait un questionnaire en ligne? Voilà la réponse que vous aurez lors du cours de rattrapage numéro 7. Eh bien, sur ce, je vous dis à bientôt. Et en portugais, ma langue